Parler de système post-récolte, c'est parler d'un ensemble dynamique et complexe de fonctions ou d'opérations qui s'enchaînent et qui s'articulent de façon logique dans le domaine agricole. Si l'on considère l'ensemble du système ou de la chaîne agroalimentaire, on peut dire que la récolte constitue une crête qui sépare donc deux versants. Disons le versant pré-récolte correspondant à l'activité de production proprement dite et le versant post-récolte qui va depuis les travaux de récolte jusqu'à la consommation, donc à la table du consommateur. Et c'est de cela qu'il va s'agir également dans cette édition de votre entretien. Et le thème que nous vous proposons, c'est bien gestion des excédents de récolte, l'avantage de la transformation agricole. Pour en parler avec nous, Monsieur Zain Majidi, il est donc économiste, mais ayant travaillé sur justement le secteur agricole. Il est expert en entrepreneuriat agricole. Justement, nous avons la bonne personne avec nous pour en parler. Alors, Monsieur Zain Majidi, bonjour. Oui, bonjour, madame. Justement, nous sommes là pour parler de survie, parce que les questions liées à l'agriculture, c'est des questions liées à la sécurité alimentaire, c'est des questions liées à la survie. Et c'est justement pour en parler avec nous que vous êtes là aujourd'hui. Système post-récolte, bien, est-ce que cela devrait commencer au moment de la récolte ou au lieu de la récolte pour finir à la table du consommateur? Oui, merci, madame. Je pense que vous avez bien posé la problématique. C'est d'abord une question de planification, puisque l'activité agricole en elle-même est une activité économique. Et donc, lorsque vous voulez produire un bien et un service, vous imaginez déjà que ce bien doit être écoulé, doit trouver un marché. Et donc, quel que soit comment ce bien sera décomposé, il faut bien qu'il trouve un point de débouché. Voilà, un débouché. Donc, je voudrais qu'on voit la chose de cette manière. Donc, ça veut dire que avant de produire, je dois pouvoir, si je veux produire 1000 tonnes, ces 1000 tonnes-là serviront à quoi? Une partie à la consommation, une partie va être vendue, une partie peut être constituée de stock de sécurité. Si je suis un producteur simple, c'est-à-dire une partie de cette récolte pourrait servir de semence pour la campagne prochaine. Absolument. Et donc, quand je viens au niveau d'une grande entreprise qui fait de la production des biens agricoles, donc dans la planification, on ne devrait pas s'inquiéter de qu'est-ce qu'adviendra de l'ensemble de la production. Donc, voilà, posé comme tel, vous avez raison de dire que c'est déjà en amont qu'il faut penser à que fera-t-on de ce qu'on va produire. Déjà, avoir un marché, Oui. On a déjà fait une étude de marché, évidemment. On sait déjà à quoi sera destinée la production. Oui. Et en conséquence également, on sait déjà quelle quantité pour quel marché. Voilà, avant d'investir, justement. Tout à fait, mais ce n'est pas facile. Vous savez, cette réflexion que vous menez, c'est parce que vous avez un background qui vous permet de mener cette réflexion. L'idéal, c'est que nos producteurs dans nos territoires, dans nos villages, soient capables de le faire, mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, où nous assistons à des situations où les gens ont des tonnes de biens sur les bras, ne trouvant pas où vendre cela. Et dans certains cas, surtout pour des biens périssables, vous voyez qu'une bonne partie de la valeur marchande de la production est nulle. Et donc, cela crée des pertes de revenus, parfois également de l'endettement, parce que vous savez, souvent, les producteurs vont faire des prêts. C'est des microcrédits qui leur permettent ils font des prêts donc, pour produire, et donc, s'ils n'arrivent pas à vendre, il ne pourra pas honorer ses engagements vis-à-vis de l'institution qui lui a prêté de l'argent. Donc, voilà une série de... Est-ce qu'il manque de la formation? Est-ce qu'il manque de la sensibilisation également? Parce que si ces gens-là savent de quoi il s'agit et savent ce qu'il leur faut, je crois que le problème ne devrait pas se poser. Exactement. Voilà. Cela dépend Vous avez évoqué un certain nombre de choses. Vous avez parlé de l'information, de la sensibilisation. L'information sur quoi? Sur le marché. Et donc, en fonction de ce qui est produit, le problème ne se pose pas de la même manière. Quand nous prenons le coton, par exemple, vous allez rarement entendre que
on a le coton sur les bras qu'on n'a pas vendu. C'est parce que c'est une filière très bien organisée où, avant de produire, c'est un ensemble d'informations qui sont prises en compte pour pouvoir s'engager. Et donc, ceux qui sont dans la commercialisation travaillent avec ceux qui sont dans la production. On sait à peu près quelle est la demande sur le marché. Mais de la même manière, hein, ce n'est pas un bien périssable comme par exemple la tomate. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit le problème ne se pose pas de la même manière quand on parle on passe d'une filière à une autre. Donc quand nous sommes dans des filières très organisées, le risque est moindre d'avoir de la production importante invendue. Parce que souvent, c'est des contrats qui sont déjà passés a priori avant qu'on ne s'engage dans la production. Donc, si c'est une filière très bien organisée, le risque est moindre d'avoir des pertes, des excédents qui restent sous les bras. Donc, c'est souvent, on remarque ça beaucoup dans le domaine des céréales, le maïs. Pas des produits vivriers en général. Des produits vivriers, par exemple, et donc à l'échelle de petits producteurs qui continuent d'avoir le seul réflexe, le marché du village, le marché de la commune, parce que lui, tout son environnement s'arrête là. Je produis dans mon champ, je le prends seul et je vais au marché. Or, s'ils sont très bien organisés, souvent, à travers une association, une coopérative, c'est que cette coopérative aurait déjà négocié des contrats de vente, d'achat avec de grands grossistes avant de dire, voilà, maintenant nous allons fixer des objectifs de production. Absolument. Est-ce qu'on peut retenir que c'est un manque de formation au niveau de notre secteur agricole, au niveau de notre administration qui intervient dans ce domaine-là? C'est quelque chose qui interpelle beaucoup d'acteurs. D'abord, l'administration publique, c'est-à-dire les acteurs en charge du secteur agricole qui font déjà des efforts. Mais en réalité, il faut que les producteurs aient des capacités pour pouvoir anticiper. C'est également des efforts à faire sur le développement de systèmes d'information sur les marchés. C'est-à-dire, même si je suis à Calavi et que parfois vous voyez des gens ont une production ici qui n'arrive pas à écouler, alors que le besoin se trouve dans une autre partie du pays. Donc à Kandi ou à Malanville, j'ai juste donné un exemple. Et donc, s'ils avaient un système d'information performant sur les marchés, il est informé qu'il y a un gap dans telle zone, là, il prend sa production, il envoie là-bas, mais également, c'est un ensemble de mécanismes parce qu'il faut aussi des intermédiaires. Donc, ce n'est pas parce que je suis producteur que je vais être encore transformateur, commerçant. Chacun, dans son couloir, il fait bien son travail. Le système va tourner bien. Donc, je suis un commerçant, j'essaie de négocier des contrats et je vais travailler avec les producteurs à ce qu'ils me livrent ce dont j'ai besoin pour écouler. Donc, c'est un ensemble d'acteurs qui doivent travailler en symbiose pour que tout cela, ça marche bien. C'est ça. Justement, Monsieur Madjidi, quand est-ce qu'il faut parler d'excédent de récolte? Oui, de manière classique. L'excédent, il y a excédent. D'abord, je disais, la production est d'abord utilisée en termes de consommation, peut-être pour satisfaire les besoins locaux, une partie en termes de stock de sécurité, même si on est au niveau micro du producteur ou au niveau national. Voilà. Et maintenant, l'excédent, c'est la différence entre la production et le reste. Et donc, cet excédent, il faut le placer quelque part. C'est ça. Justement, j'allais demander comment gérer cet excédent-là. Bien sûr, il faut trouver des débouchés, soit au niveau local, c'est-à-dire au niveau national, ou à l'étranger. C'est ça, mais quand on a fini de vendre le produit et qu'il en reste énormément sous les bras, qu'est-ce qu'il faut faire? Cela demande de notre part une capacité d'innovation, par exemple, transformer. Si on a des capacités de transformation, on peut transformer en des produits dérivés et donc qui, eux, peut-être ne seraient pas périssables et donc qui peuvent être conservés pour encore servir à nourrir l'économie. Mais faudrait-il avoir ces capacités-là de transformation, ce qu'on n'a pas toujours. Vous voyez, vous prenez la mangue, par exemple, vous allez vers la partie septentrionale du pays, vous voyez qu'il y en a assez. Par le passé, il y avait une unité de transformation à Natidengou qui n'existe plus. Et donc,
Alors que dans le même temps, nous achetons des jus de mangue. Des jus de mangue, c'est ça qui est paradoxal. Voilà, ça qui est paradoxal. Vous avez également, à côté ici, dans l'Atlantique, de l'ananas, où parfois vous parcourez les marchés. Le meilleur ananas de la sous-région. Oui, comme on le dit souvent. Donc, les femmes, à la fin de la journée, sont obligées de brader absolument, cet ananas. Oui, c'est ce qu'on observe. Il y a beaucoup de cas comme ça. Vous avez l'anacade dans les collines. Nous allons en revenir à la transformation, mais avant cela, qu'est-ce qui peut entraîner les pertes post-récolte? Oui, c'est parce qu'il n'y a pas de débouché. Mais est-ce que cela ne peut pas être aussi, ne serait pas aussi lié à la manière de produire ces vivres-là, quelque part? Si, par exemple, pour la production de ces vivres, il a été utilisé beaucoup d'engrais, beaucoup de, je sais pas, de produits chimiques qui ont un impact, qui ont des effets sur la résistance de ces produits à leur récolte, et que ces produits ne peuvent pas, dans la durée, résister, ou on ne peut pas les conserver dans la durée. Est-ce que tout n'est pas lié quelque part? Oui, vous avez raison de mentionner, c'est un facteur important, mais ce n'est pas le seul. D'ailleurs, c'est une problématique que vous rencontrez dans beaucoup de contrées du monde. Or, d'autres pays ont plus d'avance sur nous en termes de qualité d'intrants, d'engrais, tout ce que vous êtes en train de dire. De toutes les façons, il n'y a pas un produit agricole qui ait une durée de vie illimitée. Non, ça, donc, c'est sûr. À un instant T, il arrivera le moment où ce besoin à moins qu'on ait des chambres froides pour les conserver d'une campagne à une autre. Donc, même souvent, vous voyez en Europe, en France, vous avez beaucoup de protestations d'agriculteurs qui ont beaucoup de production sur le bras qui n'arrivent pas à écouler. C'est une question d'abord. Il faut un homme critique, d'entrepreneurs qui s'engage sur cette voie à transformer nos produits locaux pour les substituer à l'importation et aussi pour éviter la fuite des devises du pays. Donc, c'est très, très important. C'est le futur vivier d'emploi pour les jeunes, pour les femmes, mais aussi pour l'ensemble de l'économie nationale. Monsieur Zin Madjidi, économiste, expert en entrepreneuriat agricole, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous avons été ravis de vous recevoir justement pour parler des questions liées à la gestion des excédents de récolte, l'avantage également de la transformation agricole. Merci une fois encore. C'est donc la fin de notre édition de l'entretien du jour. On se dit à bientôt pour un autre numéro.